sommes réunis ici, Sébastien Ruffel, euh, Bonjour. Julie Matteux, que je remercie, parce qu'elle a été à la manœuvre pour organiser, préparer ce webinaire, et qui a fait ça avec beaucoup de talent. Notre collègue du Conseil régional, Emmanuela Fendulis, à qui je laisserai la parole pour quelques mots d'introduction tout à l'heure. Et puis, je souhaitais remercier les différents intervenants qui co-animeront avec nous cette réunion. Tout d'abord, les CRES des régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont représentés aujourd'hui par Madame Rousseau de la CRES Occitanie. Merci, Madame Rousseau. Et puis, Madame Sins, nous rejoindra tout à l'heure, qui représente le réseau Rurener et qui présentera un projet qui a été mené dans le cadre de ce programme, histoire d'illustrer un petit peu euh, les, euh, les attendus, mais aussi surtout les bénéfices que peuvent tirer les acteurs des territoires de ce type de projet. Je voudrais remercier également nos correspondants régionaux qui seront connectés, les correspondants régionaux des régions Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes, à la fois pour la partie coopération et relations internationales, mais aussi les correspondants sur les thématiques d'économie sociale et solidaire. Remercier les services de l'État qui sont inscrits. Et je tiens à excuser notamment les deux préfectures de région, la Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'ont pas pu se rendre présents. Le déroulé de ce séminaire va tenir en trois temps. Je laisse dérouler le PowerPoint, histoire qu'on illustre un peu tout ça. Voilà, une présentation générale du programme, histoire voilà, de vous acculturer un petit peu sur qu'est-ce que l'Interreg et qu'est-ce que l'Interreg Sudway en particulier, et comment en fait les questions d'économie sociale et solidaire ont été intégrées en fait dans le plan d'action et dans la stratégie adoptée par les États sur ce programme. Euh, un point, en fait, un second point qui sera plutôt justement sur le retour d'expérience et puis l'ensemble des outils qui peuvent être à votre disposition pour mieux appréhender, en fait, euh, les, euh, les objectifs de ce programme et les moyens, en fait, de se positionner dessus. Et puis, un troisième temps sur des modalités pratiques, des questions-réponses sur des éléments que naturellement sur lesquels vous allez naturellement nous interroger. Et puis l'objectif de ce webinaire, c'est surtout au-delà en fait des éléments, on va dire descendants, plus informatifs, de pouvoir conserver le plus de temps possible pour échanger avec vous, répondre à vos questions, euh, à toutes vos questions, des plus complexes aux plus simples. Donc ne vous censurez pas en fait sur les temps qu'on se réserve pour échanger avec vous, pour mieux appréhender ce programme. Ce programme, qu'est-il? Alors tout d'abord, oui, pardon, on entend des voix. Merci de vous déconnecter, déconnecter vos micros. Merci. Donc ce programme Interreg, c'est un programme de développement territorial, mais qui a une particularité, c'est qu'il situe cette question du développement territorial à une échelle supranationale. Il y a un certain nombre de programmes Interreg de différentes assises territoriales, et l'Interreg Sudway donc euh, comporte trois États et un pays tiers. La France avec les trois régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes pour la partie Auvergne, le Portugal métropolitain, l'Espagne métropolitain ainsi que les îles Baléares, et le pays tiers, la principauté de l'Andorre. Ce programme finance des projets de coopération donc menés à cette échelle, ou en tout cas à partie de l'échelle, puisque cette échelle territoriale est assez large et donc nécessairement ne peut pas être couverte par des projets voilà, qui couvrent l'ensemble du territoire. Mais il a vocation en fait à financer des projets transnationaux pour tester, initier des solutions nées en fait de l'échange et de la coopération entre différents types d'entités euh, qui se situent
sur les 4 territoires qu'on a évoqués. La structure des projets, on y reviendra tout à l'heure de manière plus précise, mais s'articule autour d'un chef de file qui est le leader en fait du projet et des partenaires dits bénéficiaires qui bénéficient de fonds FEDER pour mettre en œuvre et tester et concevoir ces solutions à des échelles plutôt locales, mais dans une logique transnationale. La logique globale d'intervention de ce programme, elle est bien sûr beaucoup plus large que la seule économie sociale et solidaire, puisque, comme on le disait, c'est un programme de développement territorial et donc qui s'assoit en fait sur un diagnostic territorial et des orientations stratégiques et des lignes d'action pour essayer justement d'alimenter les pouvoirs publics et les acteurs privés en solutions nouvelles issues de la coopération. Le territoire du Sud-Ouest, on reviendra tout à l'heure sur ses composantes, on va dire, socio-démographiques, mais la stratégie du programme, globalement, elle est articulée autour de 2 grandes orientations. Une orientation qui a trait, en fait, à l'environnement, pour faire simple, traiter toutes les questions d'adaptation au changement climatique, d'enjeux liés aux sécheresses, aux risques, etc. C'est un premier volet. Et une deuxième orientation stratégique qui a vocation à renforcer la cohésion sociale et territoriale de l'espace au travers de plusieurs priorités. Une première qui est plutôt de l'économie, on va dire, plus traditionnelle, mais via l'innovation. Et une deuxième priorité qui a trait en fait au développement des services et par différents moyens. Un objectif qui a trait en fait aux services en matière de soins, donc l'accès aux soins et le développement de solutions pour faciliter cet accès aux soins dans les territoires. Une deuxième orientation qui porte sur le développement du patrimoine et la valorisation du patrimoine culturel et du tourisme pour soutenir le développement des territoires. Et enfin, la troisième priorité qui nous occupe en particulier aujourd'hui, qui a trait à la mobilisation en fait des acteurs et des solutions nées ou issues de l'économie sociale et solidaire pour nourrir en fait ce développement territorial et ce renforcement de la cohésion des territoires. Ça, c'est le cadre général. On a des slides un peu denses, mais qui ont juste vocation en fait à vous alimenter une fois le webinaire terminé sur ben voilà, les choses qu'on s'est dit et que vous puissiez avoir une trace un petit peu de tout ça. On va essayer de déployer un peu des précisions sur le contenu de cette stratégie et de ses orientations via l'économie sociale et solidaire. Tout ça se situe dans un contexte qui est un contexte d'appel à projet à venir. Et donc, ce webinaire a vocation à vous présenter les outils pour, le cas échéant, préparer des propositions et les déposer dans le cadre de cet appel à projet qui sera lancé début 2024 avec un calendrier qui n'est pas tout à fait calé, mais voilà, dans les premiers mois de l'année et très probablement en janvier 2024. Avant de laisser la parole à Julie Matteux qui vous présentera la deuxième séquence et notamment la présentation plus précise et détaillée des enjeux de l'économie sociale et solidaire au sein de ce programme, je passe la parole à Emmanuela Afendulis du Conseil régional pour un petit mot d'introduction. Merci. Bon, mais c'était juste pour peut-être préciser un petit peu le rôle un petit peu aussi des régions dans le cadre de ce programme, puisqu'en fait, c'est un programme territorial. Et donc, en fait, du coup, les régions ont pleinement également leur rôle dans l'animation de ce programme, puisque c'est un programme, bien sûr, transnational, mais qui dépend de la politique de cohésion. Et voilà, bon, je vais pas être très très longue hein, sur ces questions-là, mais juste pour préciser effectivement mais que du coup les régions peuvent également être peuvent appuyer en fait le territoire et donc les acteurs du territoire afin de favoriser un petit peu l'émergence des différents projets, de suivre
les projets qui peuvent avoir lieu sur le territoire. Et du coup, nous, notre rôle au niveau de la direction de l'Europe et de l'action internationale, c'est aussi peut-être vous mettre en relation avec les services qui peuvent être en lien avec au niveau des différentes régions. Et donc, je crois que j'ai ma collègue qui est également présente côté Occitanie, qui est Pauline Schwartz, que vous connaissez certainement, puisque c'est dans le cadre de l'ESS, mais également les autres régions, puisqu'il y a également Emmanuel Pallier pour la Nouvelle-Aquitaine et Sylvain Guettas pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment pour la région Auvergne. Voilà, pour vous indiquer effectivement que nous sommes à votre écoute aussi pour vous aider dans le cadre de l'élaboration de ces projets. Je ne vais pas être plus longue. Du coup, c'est Julie qui reprend la main pour Oui, je vais continuer. prendre le relais donc, pour vous présenter les objectifs en termes d'économie sociale et solidaire donc, du programme Interreg. Donc, d'abord, je vais commencer par vous présenter le diagnostic qui a été fait au niveau du territoire du sud-ouest de l'Europe. Et donc, ça va servir à vous expliquer pourquoi ces objectifs en termes d'économie sociale et solidaire ont été choisis et quel est le constat de départ. Donc déjà, j'ai classé ce diagnostic en deux grandes catégories. Donc à la fois les déséquilibres économiques qu'on peut observer sur le territoire et ensuite les déséquilibres sociaux et démographiques, donc qui sont des caractéristiques du territoire tous les trois. Donc déjà, pour parler un petit peu des déséquilibres économiques, donc c'est vrai que sur le territoire du sud-ouest de l'Europe, on observe des déséquilibres à la fois entre les régions d'un même pays, mais à la fois entre les grandes villes et les zones rurales plus intérieures. Et donc ces choses-là font en sorte que les zones rurales sont confrontées à donc un risque de marginalisation économique et qu'elles sont un petit peu exclues de beaucoup d'opportunités économiques qui sont plus concentrées vers les côtes et les grandes villes. Ensuite, au niveau des déséquilibres plutôt économiques, enfin plutôt sociaux, pardon, et démographiques, on observe un déséquilibre entre la relation ville-campagne, avec notamment des populations rurales qui sont touchées par un vieillissement de la population et aussi un dépeuplement. Donc, toutes ces observations donc, font qu'il y a vraiment le constat d'un déséquilibre territorial et social fort qui amène à des défis de revitalisation donc, territoriale, sociale et économique sur le territoire, et notamment sur les zones intérieures et rurales. Et donc, une fois qu'on a fait ce constat et ce diagnostic sur le territoire, on peut ensuite expliquer pourquoi les objectifs en termes d'économie sociale et solidaire ont été choisis par le programme et mis en avant. Donc déjà, la priorité qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la priorité 3. Donc, comme l'a évoqué Fabien tout à l'heure en vous montrant le grand schéma, il y a plusieurs priorités. Et celle qui nous intéresse, c'est celle-ci. Et c'est donc promouvoir la cohésion sociale, l'équilibre territorial et démographique du Sud-Ouest à travers l'innovation sociale et la valorisation du patrimoine et des services. Donc, c'est la grande priorité. Et je vais vous présenter quels sont les objectifs détaillés que sous-tendent cette priorité. Donc, quel est l'impact social et économique qui est recherché donc, à travers cette priorité et quelle est donc la grande orientation de cette priorité. Donc, elle vise déjà à donc, soutenir la création d'opportunités économiques et notamment dans les zones rurales. Ensuite, elle vise à soutenir la mise en œuvre d'initiatives qui vont être liées à l'économie sociale pour développer des activités, de l'emploi et globalement des opportunités économiques. Et encore une fois, dans les zones intérieures et rurales, qui sont donc les zones, comme on a dit, qui manquent de ces opportunités économiques. Et enfin, le dernier objectif de cette priorité, c'est d'encourager donc, le développement de solutions liées à l'innovation sociale ou à l'innovation de proximité pour améliorer la qualité de vie des habitants de la zone sud-ouest. Donc ça, ce sont vraiment les objectifs généraux, les grandes orientations.
Et donc, les projets qui seront menés sous cette priorité auront vocation à tendre vers ces objectifs. Et ensuite, si j'entre encore plus dans le concret, je vais vous parler des résultats attendus. Donc, encore une fois, ce sont des orientations, ce à quoi on tend en faisant un projet donc, sous la priorité 3. Donc, contribuer à l'augmentation de l'attractivité des zones rurales du Sud-Ouest, renforcer l'économie sociale dans toute la zone Sud-Ouest et promouvoir l'égalité des chances pour le développement économique et social qui associe à la fois les territoires ruraux et les territoires urbains. Oui, merci Julie. Oui, juste un petit complément. Hein. Avoir bien à l'esprit en fait que tous ces objectifs et ces résultats, dans une logique qui est la nôtre aujourd'hui, celle de la coopération, c'est bien d'être complémentaire avec les politiques qui sont menées bien entendu aux échelles nationales, régionales, locales, et que l'outil, on va dire, Interreg, c'est bien de nourrir ces politiques-là de solutions nouvelles, testées et initiées à travers l'échange d'expériences et des coopérations avec des acteurs des autres pays. Merci. Oui, ben c'est vrai qu'on y reviendra un peu plus tard sur la coopération transnationale et comment c'est cette complémentarité. Du coup, je vais donner la parole à Madame Sarah Rousseau, qui est donc directrice de la CRES Occitanie, qui va nous dire quelques mots. Merci Julie, bonjour à toutes et tous. Je vais pas être très longue puisque ce que je pourrais dire pour les 3 chambres régionales de l'économie sociale et solidaire mobilisées sur ce programme, donc je parle de celle de Nouvelle-Aquitaine, de celle d'Auvergne-Rhône-Alpes et de celle d'Occitanie, qui sont sur les 3 territoires, 3 régions concernées pour la France métropolitaine. Vous dire quelques mots, on est ravis de ce partenariat et de ce programme, et je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui pourront sortir à plusieurs titres. Dans l'émission des CRES, vous le savez potentiellement toutes et tous, 2 grands axes qui sont la promotion, la représentation de l'économie sociale et solidaire, mais aussi son développement avec un axe donné par la loi de 2014 qui est de pouvoir informer les entreprises sur la dimension européenne de l'ESS. On est vraiment dans l'axe de ce programme-là. Et par ailleurs, sur le sujet mobilisé, ce travail autour de la revitalisation des zones rurales, vous le savez, sur les 3 régions, c'est une préoccupation qu'on porte, puisqu'on voit bien, Julie, je rejoins tout à fait le diagnostic qui a été fait, que ce qu'on a en commun sur les 4 partenaires européens mobilisés, enfin les 4 territoires européens mobilisés, c'est bien une logique de métropolisation de l'économie qui peut créer effectivement du déséquilibre territorial, économique et de territoire, et un sujet de cohésion. Donc on a de toute façon dans nos actions portées au quotidien dans les 3 CRES une attention forte au développement économique et à une forme de démocratie économique et territoriale qui va nous permettre de regarder à la fois ce qui va se passer dans les métropoles, qui sont des lieux effectivement de vitalité économique très fort pour nos territoires, mais de voir comment la question des zones rurales et du lien rural urbain se joue au quotidien en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine, c'est des sujets forts. Donc effectivement, on ne peut que sur les constats se dire qu'il y a nécessité à agir sur les problématiques de cohésion territoriale, j'ai presque envie de dire de démocratie économique et territoriale, pour pouvoir accompagner ce phénomène économique qui est la métropolisation de notre économie. Puisqu'il y aura un enjeu de répondre aux problématiques des territoires ruraux, qui sont effectivement des territoires où on peut observer un vieillissement plus fort de la population, potentiellement de l'exode et une paupérisation aussi, en tout cas en France métropolitaine, c'est des sujets, les 2-3 dernières années nous ont bien montré qu'il y a un sujet de paupérisation de nos populations, y compris en zone rurale. Donc, il y a là des solutions à aller trouver et nous, on a bien la conviction, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, la conviction et la démonstration que les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont souvent en première ligne pour porter ces solutions-là. Donc, il y a des solutions à inventer et ça sera riche d'aller regarder dans d'autres territoires ce qui se fait déjà.
et la conviction et la démonstration qu'on a des solutions très, très innovantes qui existent déjà. Je vous parlais de métropolisation de l'économie avec une concentration des équipements économiques et de l'innovation dans nos métropoles, mais on sait bien au quotidien que des logiques très expérimentales, l'innovation sociale qu'on pourrait dire à bas bruit, se passent dans nos territoires ruraux et que le sujet qu'on porte dans nos CRES va être souvent le fait de pouvoir repérer ces solutions-là et de leur permettre de changer l'échelle. Donc, on voit bien là, à travers ce programme Sudway, une formidable opportunité de se mettre au travail entre régions européennes pour pouvoir aller regarder quelles solutions nouvelles on peut inventer, mais aussi aller reproduire et permettre à un changement d'échelle, une expérimentation plus large. Voilà pour les quelques mots que je voulais vous dire qui appuient fortement finalement à la fois le diagnostic et les enjeux du programme qui nous est présenté ici et sur lesquels on est très fort soutien, les trois CRES que je vous ai cités là. Et on sera attentif à pouvoir aussi, comme les conseils régionaux et comme l'État, pouvoir accompagner des dynamiques sur nos territoires qui permettent d'avancer ensemble. Et je vais m'en arrêter là, Julie. Merci, Madame Rousseau, pour cette intervention. Julie, pardon. Ah, excuse-moi. On a des coupures de... On va essayer rapidement. Euh, on vous demande juste une seconde, le temps qu'on règle ça. Manuela, il y a visiblement un problème de connexion avec Oui, Fabien et son équipe. Ah, voilà. ça y est, voilà. Oui, excusez-nous, on a eu un problème de connexion. On est de retour. Hop, vous Oui. entendez bien? Bon, ok. Excusez-nous pour ce petit problème technique. Donc, on va reprendre. Je vais passer la main à Sébastien qui va nous présenter donc hop, quelques... Alors, ah non, je vais, pardon, j'ai un petit mot à dire avant de passer la main à Sébastien. Donc, pour revenir sur ce qu'on disait sur cette coopération entre pays et pourquoi elle est intéressante pour aller justement voir les problèmes qui sont identiques à ceux que rencontrent les régions françaises. On peut aller regarder donc en Espagne et au Portugal. Donc, j'ai souhaité faire cette slide pour vous présenter rapidement quels sont les grands avantages à la coopération. Donc déjà, trouver des solutions en commun à des enjeux qui dépassent les frontières. Et donc, comme le disait Madame Rousseau, voilà, il y a de nouveaux enjeux qui sont arrivés dans ces dernières années et qui concernent les trois pays. Ensuite, bénéficier du partage de compétences et de connaissances d'autres pays, de la recherche qui se fait dans d'autres pays, peut-être de la recherche universitaire, puisque les universitaires sont aussi des, des bénéficiaires de projets de façon assez récurrente. Ensuite, bénéficier d'un budget donc pour expérimenter une idée. Et on reviendra en fin de présentation sur tout ce qui touche au financement des projets. Et enfin, favoriser la création de partenariats entre acteurs de plusieurs pays. Voilà, donc ça, c'est pour parler rapidement des avantages à la coopération. Bon, on va enchaîner donc sur une partie sur le... Ouais, on va enchaîner donc sur la partie sur la coopération. Alors, excusez-moi, petit problème technique.
Voilà, désolée, on a un problème de son cette fois-ci. Donc, je vais enchaîner sur la partie, donc sur la coopération. On aura donc un retour d'expérience donc de Madame Sens qui va nous rejoindre assez rapidement. Et ensuite, je vous parlerai donc des outils et des ressources disponibles pour les porteurs de projets pour aborder la coopération transnationale de façon un peu plus facile. Donc, je vais commencer par hop, on va sauter ça en attendant que Madame Sens nous rejoigne. Et je vais commencer par un état des lieux de l'économie sociale et solidaire dans la zone sud-ouest. Donc, pour vous parler un peu de ce qui se passe en Espagne, au Portugal, au niveau de l'ESS. Donc, pour commencer sur l'Espagne, voilà, pour vous donner globalement des grandes notions qui vous permettront ensuite, vous, de mieux aborder la recherche de partenaires en Espagne, en ayant en tête voilà, les têtes de réseau de l'ESS, comment le secteur est structuré, voilà, des choses comme ça. Donc déjà, il faut savoir que l'Espagne, c'est un pays qui a une forte tradition pour l'économie sociale et solidaire. Donc d'ailleurs, ils appellent ça économie sociale uniquement ou tiers secteur. Et c'est les premiers à avoir voté une loi cadre englobante sur l'ESS en 2011. C'est un secteur qui est assez conséquent dans le pays, avec voilà, près de 7% de l'emploi rémunéré. Et c'est un secteur qui est organisé autour de la CEPES, donc la Confédération entrepreneuriale espagnole de l'économie sociale, qui est vraiment la grosse tête de réseau de l'ESS en Espagne. Il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que l'organisation du secteur est un petit peu différente en Espagne, elle se repose beaucoup sur les communautés autonomes, donc qui ont beaucoup de compétences en Espagne par rapport à nous en France, les régions. Donc c'est vrai que le secteur va s'organiser un petit peu différemment en fonction des communautés autonomes. Et on peut noter que certaines communautés sont très actives dans le secteur de l'économie sociale, et notamment l'Andalousie, la Catalogne ou la communauté valencienne. Donc ces trois communautés ont vraiment mis en place voilà, énormément de mesures pour promouvoir l'économie sociale sur leur territoire. Et également, c'est celles qui mettent aussi pas mal de budget vers ces objectifs-là. Ensuite, pour terminer sur les entités qu'on va trouver en Espagne, donc on trouve les entités traditionnelles de l'économie sociale et solidaire, celles qu'on peut trouver en France aussi, mais il y a certaines qui sont assez différentes. Donc, par exemple, les sociétés anonymes à participation ouvrière, qui ont un statut juridique vraiment propre aux entités espagnoles, qui vont encore plus loin que la coopérative, pour l'expliquer de manière très résumée. Donc voilà, ça c'est pour vous donner les grandes lignes de l'ESS en Espagne. Je vais passer rapidement au Portugal. Donc pareil, hein, pour vous donner les grandes lignes et puis les premiers pas pour ensuite que vous puissiez voilà, commencer vos recherches de partenaires un peu plus sereinement et comprendre aussi un peu mieux comment le secteur s'organise. Donc déjà, pareil qu'en Espagne, au Portugal, l'économie sociale, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la société. C'est vraiment un pilier du développement local et de la protection sociale. Les entités de l'ESS sont très impliquées dans tout ce qui touche à la santé et à l'innovation sociale, notamment tout ce qui touche la proximité aux personnes âgées notamment. Donc l'économie sociale est organisée comme un secteur à part entière avec des statuts juridiques, une législation très fournie. Et donc depuis 2013, donc c'est à peu près en même temps que la France. C'est un secteur qui aussi est assez conséquent, puisque c'est environ 6% de l'emploi rémunéré total. Et comme en Espagne, on a les entités traditionnelles de l'ESS, mais aussi certaines autres entités qui sont propres au Portugal et qui sont historiquement engagées dans tout ce qui est dans toutes les thématiques du social et de la solidarité au Portugal. Et donc pour vous donner les deux grandes têtes de réseau de l'ESS au Portugal qui ne sont pas sur les slides. Donc, il y a le Conseil national de l'économie sociale et la coopérative Antonio Sergio pour l'économie sociale, donc qui sont deux institutions qui sont les têtes de réseau de l'ESS au Portugal et qui, donc, si vous pouvez aller regarder, jeter un coup d'œil, ce sont vraiment deux institutions qui fédèrent tous les organismes de l'économie sociale et solidaire au Portugal. Voilà.
Donc, je vais maintenant laisser la parole à Sébastien. Je te laisse Ouais, remonter. je remonte. Alors. Bonjour à toutes et à tous. Encore plus haut. Je crois que tu vas dans le Je mauvais vais dans sens. le mauvais sens. Ok, pardon. Petit réglage technique. Voilà. Voilà. Donc l'idée là maintenant, c'est de vous présenter le type de projet, à quoi ça ressemble un projet Sudoé, en partant de l'exemple de projets qui ont été programmés sur la précédente programmation, donc qui allait de 2014 à 2020. Donc vous aurez une présentation d'un porteur de projet avec à la personne de Madame Sens là qui va nous rejoindre. Et donc là, je vais vous présenter un projet qui a été retenu sur le dernier appel à projet de la précédente programmation, un projet qui s'appelle Fleurs locales. Et l'idée, alors, c'est de vous montrer comment ça peut s'organiser un projet sur une structure qui va ressembler à ce que vous pouvez vous porter dans votre activité quotidienne. Donc, le projet Fleurs locales, c'est un projet dont le chef de file est le Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon, d'Occitanie, et donc qui associe notamment une structure qui s'appelle Fablim, qui est une structure associative, labo des territoires alimentaires méditerranéens, et donc qui a un peu une structure qu'on pourrait rapprocher de l'ESS. Et donc c'est pour vous montrer que déjà sur la précédente programmation, sur une thématique là qui n'a rien à voir avec l'ESS à proprement parler, on pouvait avoir des structures de ce type-là qui se retrouvaient dans le projet. Donc, ce projet concernait un axe qui est l'axe environnement et efficience des ressources. Voilà, et sur notamment la question de la gestion des espaces naturels. Vous voyez un peu, ça vous montre qu'est-ce que ça peut porter en termes budgétaires, notamment. C'est un projet à 1 600 000 € avec une aide fédère à 700 000 €. Donc ça, on peut dire que c'est un petit peu, c'est un projet assez important. C'est la moyenne, on va dire, des projets, c'est entre 1 million et 1 500 000 €. Je pense que sur l'objectif 4.1, l'objectif ESS là, que nous allons lancer, on sera sur des échelles qui seront moins importantes, de l'ordre de 1 million d'euros maximum. Mais bon, c'est la première fois que cet objectif est porté au niveau du programme. Donc aussi, on va découvrir un petit peu ce qui peut être mis en place. Ce qui est intéressant de voir, au-delà du budget, c'est la structuration du partenariat. Et ça, si vous êtes amené à construire un projet, c'est un élément important dans la construction de votre projet, de savoir qui vous allez associer et pourquoi vous allez l'associer. Et donc là, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on a une chaîne de valeur, on appelle ça la chaîne de valeur, hein, la construction du partenariat. On a une chaîne de valeur, alors évidemment qui correspond à ce qui veut être porté dans le projet, et qui du coup va aller chercher les bons acteurs au bon endroit. Et ça, quel que soit le pays, puisqu'on a 2 structures en France, vous voyez, on a 3 structures portugaises et 2 structures espagnoles, et donc avec des profils variés, puisqu'on a des universitaires, on a une autorité publique, on a un producteur en Espagne, un producteur de semences. Donc vous voyez, à chaque fois, et ça c'est un lien avec ce que porte le projet, à chaque fois on va aller chercher les bons acteurs au bon endroit. Et sur les trois territoires du Sud-Ouest, les 3 pays constituant le Sud-Ouest. Donc, alors, je vais rapidement vous présenter ce que portaient les objectifs de ce projet-là. L'idée, c'était vous voyez, de construire un peu une filière de restauration de la biodiversité en utilisant des variétés, des semences issues du terroir, on va dire, des différents terroirs. Et donc, avec, on va dire, 3 niveaux d'action. Un premier niveau d'action de définition, d'expérimentation sur l'implantation de ces végétaux. Un deuxième niveau d'action sur la structuration de la filière, hein, avec un travail notamment sur des semenciers pour... on a identifié dans la première partie d'expérimentation les semences qui pouvaient être utilisées pour tel type d'activité ou tel type de milieu, et on va travailler avec des semenciers pour
remettre en activité ces semences et retrouver ces semences. Et le troisième niveau d'action, c'est l'appui aux gestionnaires. Donc, c'est une fois qu'on a expérimenté, qu'on s'est assuré que ça pouvait fonctionner, eh bien, on va se tourner vers les décideurs, vers les acteurs publics, pour les sensibiliser, pour qu'ils puissent mettre en œuvre ces nouvelles semences et implanter ces nouveaux végétaux sur des espaces identifiés. Donc, vous voyez, c'est un projet qui est assez exemplaire dans le déroulé, puisqu'on a une approche expérimentation, test, vérification, entre guillemets, scientifique de la possibilité de mettre en œuvre ces semences. On a un travail avec les acteurs économiques, un travail de structuration de la filière. Et on a un troisième niveau, on va dire un peu socio-territorial, qui est d'avoir une action en direction d'acteurs publics. Notamment sur ce projet-là, on avait le conseil départemental du Gard qui a été impliqué. Voilà, pour promouvoir la revégétalisation par des semences locales et puis accompagner les acteurs et les décideurs locaux dans l'évolution de leurs pratiques et notamment voilà, sur la gestion des milieux naturels, par exemple, des espaces qui sont gérés, si on prend le conseil départemental, des espaces qui sont gérés par cette collectivité, de mettre en œuvre des choses qui ont été expérimentées au travers du projet. Donc voilà, ce qui est intéressant, mais je pense que c'est l'INSENS vous le dira aussi dans sa présentation du projet Coléoptère, c'est cette organisation partenariale qui va chercher les bons acteurs nécessaires à la mise en œuvre du projet et cette construction en phase d'expérimentation, de test, de structuration et de sensibilisation et de mise en œuvre. C'est à chaque fois ce qu'on va rechercher, en tout cas dans la sélection des projets, c'est cette bonne construction du projet. Voilà rapidement Oui, je vais dire sur le projet. Indiquer qu'en fait le choix de ce projet pour vous présenter un petit peu les tenants et les aboutissants de la typologie de projet qui est attendue, qu'a très bien résumé Sébastien, il portait en fait surtout sur le parallèle qu'on peut faire entre les démarches que vous pouvez mener sur vos territoires et puis la démarche qui a été menée par le projet, qui était bien en fait de stimuler des circuits courts pour créer de la valeur sur les territoires par une meilleure adéquation entre les politiques en fait des aménageurs. Et l'exemple qui a été pris effectivement, c'est celui par exemple du département du Gard, les aménageurs et les fournisseurs avec une logique en fait effectivement de développer les circuits locaux, l'approvisionnement en circuits courts. Et donc c'est quand même, je pense, des choses qui vous parlent très très certainement. Je crois que Madame Sens nous rejoint qu'à 11h15. Oui, 11h15. Donc, elle devrait arriver d'ici quelques minutes. On va peut-être enchaîner sur les différents outils. Ok, super. Sauf si peut-être on peut prendre un peu. Il y avait deux petites questions dans le chat. Ah, il y a des questions. On va prendre un peu des trains de questions-réponses. Donc, il y avait une question de Nicolas Pérez qui demande quelles sont les têtes de réseau en Espagne. Et aussi, pouvez-vous écrire ici les deux entités citées pour le Portugal, s'il vous plaît? Oui, alors donc ça, je vais y revenir dans la présentation des outils donc dans juste quelques minutes. Donc j'ai préparé une liste écrite, donc un tableau que je vais partager ensuite aux participants du webinaire par mail, donc à la suite du webinaire. Donc j'ai préparé une liste assez consolidée de toutes les entités, toutes les têtes de réseau en Espagne et au Portugal. Voilà, vers lesquels vous pourrez vous diriger ensuite. N'hésitez pas à aller jeter voilà, un œil à ce qu'ils font. Donc voilà, je vous enverrai cette liste à l'écrit après le webinaire par mail. Avec le PowerPoint. Avec le PowerPoint également. Est-ce qu'on enchaîne sur... Il y a peut-être d'autres questions, Emmanuela, dans le chat, non? A priori, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Sinon, on peut avoir des questions à l'oral. Hein. Je vais t'indiquer en fait que dans la suite de la présentation, on va vous présenter d'une part en fait les différents outils qu'on va mettre à votre disposition. Quand je dis nous, hein, c'est collectivement pour vous aider à vous positionner si vous le jugez nécessaire sur ce programme. Et puis vous apporter dans le troisième temps beaucoup plus de précision en fait sur les attendus, on va dire, sur les modalités pratiques. Mais voilà,
profitons de ces quelques minutes puisqu'on a un peu d'avance pour échanger avec vous. Donc, vous pouvez lever la main ou vous poser une question dans le chat si vous avez des interrogations. Alors, plutôt sur la première partie, c'est-à-dire sur le cadre stratégique général et les attendus de ce type de projet. Alors, du coup, je crois qu'il y a une main qui s'est levée. C'est Marie Bonnard. Oui, bonjour. Presse. Je voulais réagir sur l'ampleur du projet que vous avez mentionné, à savoir environ 1 million d'euros pour les projets à venir. Est-ce que c'est comme celui qu'on observe là sur un financement avec cofinancement, donc plus ou moins 50%, ou est-ce qu'il y a du cofinancement? Alors là, c'est vrai que on l'abordera tout à l'heure, mais le financement, il est de 75%. Le cofinancement du FEDER sur ces programmes-là est de 75%. Là, il y a un cas un peu particulier parce que côté espagnol, il y avait une grande entreprise, enfin une entreprise de taille conséquente qui s'était positionnée. Et du coup, ça a réduit un peu D'accord. le financement qui était apporté globalement au projet. Voilà. Mais si on accepte l'entreprise Semilla Silvestre qui apparaît dans le partenariat, en fait, tous les autres acteurs qui sont positionnés sur le projet ont bien bénéficié en fait de 75% de fonds européens. Poser cette question parce que c'est vrai que ça peut paraître important, un budget d'1 million, mais quand on a 8 partenaires, comme c'est le cas ici, ça représente finalement relativement peu par structure et par territoire. Et on va être confronté à ce problème-là, puisqu'on a déjà 3 sous-régions en France, plus les régions en Espagne, etc. Donc on va avoir forcément une multitude de partenaires et donc un travail à la fois de coordination qui va coûter de l'argent et pour que voilà, ça redescende à la fin aux structures. Voilà, c'est un point. Non, non, mais ce sont des valeurs indicatives. Hein. Il n'y a pas de plafond qui est proposé. Là, le plafond, en fait, c'est le budget du programme. Mais encore une fois, on va l'aborder en fin. Mais vous avez tout à fait raison. Quand on a des partenariats assez larges, les montants grimpent vite parce que voilà, on est rapidement sur des projets de 24 ou 36 mois avec des investissements en ressources humaines, des prestations, etc. Et on a des budgets, somme toute, assez conséquents. Je crois qu'il y a une autre question dans le chat, mais je vais peut-être demander à la personne de la reformuler à l'oral parce que. Oui, il s'agit de Gérard Gallet. Oui, la question que je posais, c'est effectivement quel est globalement le ressenti des États par rapport à ces initiatives régionales, surtout par rapport à un pays comme le nôtre, son jacobinisme endémique. Alors, comme vous pouvez le constater, M. Gallet, aujourd'hui, vous avez autour de la table les services de l'État des régions, donc l'État, hein, représenté par son niveau régional. Les préfectures de région sont partie prenante de ce programme, a fortiori la préfecture de région Occitanie, qui est autorité nationale du programme Interreg. Donc, si vous voulez, ces programmes sont menés à des échelles régionales dans une logique de coopération totale entre les États membres et les représentations régionales. Donc, il n'y a pas du tout, en fait, il y a une adéquation totale entre la lecture faite par les États des politiques européennes menées dans le cadre d'Interreg avec la lecture qui est faite par les régions. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais il n'y a aucun hiatus en fait entre les deux approches. Et la composition même en fait de la gouvernance de ces programmes-là en atteste, et a fortiori sur le programme Sud-Ouest, sur lequel les préfectures de région sont très fortement impliquées. Et merci. Alors, question. Est-ce qu'on attend Madame Sens qui devait arriver? Elle avait d'ici. Alors, je vois que Céline nous a rejoint. Ah, il a l'heure. Bonjour. J'avais prévu d'arriver un petit peu en avance, je suis désolée, il est 15 tout pile. Merci, Céline. Merci. Bon, du coup, on vous attendait pour Eh faire ben, la super. présentation.
Super, bonjour à tous. Donc, Céline, je suis la coordinatrice d'une petite association qui s'appelle Rurener. On est basé à Clermont-Ferrand. L'association existe depuis 2011. Et en 2019, on s'est dit, et si on déposait un projet européen sur le programme Interreg Sud-Ouest? Quelle idée folle! On était quand même tout petit avec un budget pas très élevé. Hein. On est 2 salariés, j'étais toute seule à l'époque. Mais on a des très bonnes idées, donc on s'est dit pourquoi pas. On a bénéficié d'un accompagnement. Et ben en fait, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt de la région pour voilà, les acteurs qui auraient des idées de projet pour le programme Interreg Sud-Ouest. Et donc, on a déposé une candidature avec l'idée qu'on avait à cette époque-là. Et donc, on a bénéficié de cet accompagnement pour faire émerger l'idée de projet. On a donc commencé à travailler dessus, je pense, en 2019. Donc, non, avant, parce que 2019, on a commencé donc en 2018. Et donc, on a petit à petit spécifié un petit peu notre idée, réuni des partenaires autour de notre idée. On a bénéficié d'un bon réseau entre les autorités nationales et puis le secrétariat conjoint pour pouvoir trouver des partenaires. Notamment, on avait pas mal de partenaires identifiés en Espagne, mais pas trop au Portugal, qui étaient en lien avec notre thématique. Donc voilà, on a pu bénéficier de pas mal de mises en contact pour pouvoir compléter notre partenariat. Donc ça, c'était chouette. Et ça nous a permis de déposer le projet en 2019. Même avant, c'était fin 2018, c'était septembre 2018, quelque chose comme ça, ou octobre, pour la première phase. Donc un projet qui avait été retenu en première phase, avec plein de petits points à améliorer, mais pour nous, c'était déjà une grande victoire, parce qu'on s'est dit, bon, malgré notre taille assez humble, on est quand même en capacité de construire un projet et un partenariat qui sont suffisamment solides pour susciter de l'intérêt. Et donc, on a continué dans notre lancée. On a déposé en deuxième phase en mars 2019. Notre projet, donc avec là beaucoup plus de détails, un plan d'action détaillé, etc. Donc nous qui étions chefs de file, qui sommes donc restés chefs de file, et 7 autres partenaires, 3 partenaires en Espagne, 3 partenaires au Portugal, et nous étions 2 partenaires en France, donc nous et les collègues en Creuse. Donc ça fait un partenariat qui avait un nombre de partenaires qui était chouette, parce que c'était pas 15 personnes non plus, donc ça restait gérable. Et en même temps, on avait suffisamment de diversité parce qu'on avait des partenaires plus techniques, on avait aussi des collectivités. Donc, on a eu un partenariat bien équilibré et puis avec éléments très importants, des gens super humainement, avec lesquels on a vraiment eu plaisir à travailler, que ce soit en phase de montage ou en phase de conduite de projet. Donc ça, c'est vrai que ça a changé beaucoup parce que nous, en tant que chef de file, c'est notre première expérience sur Sud-Ouest, ça contribue à en faire une bonne expérience aussi. Donc voilà, on a été retenu en deuxième phase au mois de juin 2019 et le projet a commencé en octobre. Voilà, le projet a commencé en octobre. Je peux dire quelques mots du projet. Vous voyez son super nom, Concertation locale pour l'optimisation des politiques territoriales pour l'énergie rurale. L'idée, c'est qu'on a travaillé avec des territoires ruraux et qu'on voulait apporter une approche concertée de la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, c'est-à-dire, plutôt que de prendre l'efficience des bâtiments d'un point de vue purement technique, on s'est dit, en fait, aujourd'hui, si nos bâtiments ils sont pas assez efficients, c'est pas juste une question technique, mais il y a aussi une dimension humaine, en fait, et sociale à prendre en compte. Donc, comment est-ce qu'on l'intègre quand on imagine la rénovation de bâtiments publics, mais aussi de bâtiments privés? Les bâtiments publics, l'idée étant d'en faire des démonstrateurs pour sensibiliser plus largement la population, les acteurs, les usagers. Voilà, donc un chouette projet qui a permis de travailler sur les sujets techniques, sur des sujets sociopolitiques, donc avec toute une diversité d'acteurs qui ont bien bossé ensemble. Hein. Ça a été vraiment chouette. De notre côté, en tant que chef de file, on a pris
on a été agréablement surpris. Au début, on connaissait pas bien et puis on nous avait fait un peu peur parce que voilà, la gestion de projet européen, c'est lourd, c'est compliqué. Heureusement, on n'a peur de rien. Du coup, on y allait très sereinement. Mais bon, sans savoir trop dans quoi on s'embarquait. Mais finalement, en fait, on a vraiment eu aucune difficulté. Et je ne sais pas si parmi vous, il y a des acteurs qui hésitent à être chef de file sur des projets. En tout cas, il ne faut pas que ce soit la peur de la complexité de la gestion qui vous en retienne. Parce que nous, toute petite association avec 2 salariés pas à temps plein et d'autres projets, on s'en est sorti, enfin un autre projet, bref, on s'en est sorti sans problème. On a toujours eu l'appui à la fois du secrétariat conjoint et de l'autorité nationale quand il y avait des questions quelconques. Donc en termes de gestion, c'était agréable, même parfois plus agréable que sur des fonds franco-français, parce que là, pour le coup, on est sur du règlement européen, donc en fait, les règles sont ce qu'elles sont. Donc, à part sur des sujets qui sont parfois un petit peu à cheval sur la règle, sur lesquels on sollicitait l'autorité nationale ou le secrétariat conjoint, sinon c'était assez clair en fait de comment gérer le projet. Donc voilà, en tout cas, c'est pas la complexité administrative qui doit vous retenir si c'est le cas. L'avantage, nous, que ça nous a donné, c'est qu'en tant que chef de file, et ben, du coup, on pilote. Donc, on pilote, donc on a la main, donc on subit pas. Parfois, sur des projets, on a entendu d'autres témoignages de projets où les partenariats sont parfois moins bien passés parce que des accords entre partenaires et chefs de file et du coup, parfois des activités un petit peu subies. En tant que chef de file, voilà, ça permet de donner, d'avoir la vision d'ensemble du projet et voilà, et vraiment de s'y investir et puis d'en avoir tous les impacts positifs. Voilà, on a quand même eu un peu de fun dans ce projet-là parce qu'on a eu le Covid au milieu. Donc ça, c'était sympa, pile quand on devait organiser nos temps collectifs de mise en dialogue, d'acteurs, etc. Mais encore une fois, on ne s'est pas démonté. Et encore une fois, ça a beaucoup reposé sur la qualité des partenaires. On a tous travaillé ensemble pour se dire comment est-ce qu'on dépasse cette barrière-là. Qu'est-ce qu'on va faire et on s'en est bien sorti. Ça nous a permis d'expérimenter des nouvelles choses qu'on n'avait pas prévues et qui ont super bien marché et qu'on retient, nous, comme leçon, même pour la suite. Voilà, donc ça, c'était très chouette. Et bon, ça nous a fait prendre un peu de retard. Donc, au lieu des 3 ans prévus du projet, on a eu 3 ans et demi pour pouvoir clôturer notre projet qui s'est terminé en mars dernier, donc tout récemment. Voilà, on est en train de finaliser la clôture administrative. Voilà, je ne sais pas trop ni combien de temps que j'ai, ni... Mais là, j'allais juste vous relancer pour rapidement nous expliquer un peu, voilà, selon vous, quels ont été vraiment les avantages à une coopération transnationale plutôt qu'une collaboration une coopération avec des acteurs juste français qu'on peut avoir sur d'autres types de projets. Et ensuite, ce serait peut-être intéressant pour les participants du webinaire de peut-être vous poser des questions s'ils en ont. Donc voilà, libre à eux aussi de lever la main ou d'écrire dans le chat. Ça marche. Sur le volet coopération, pour nous, clairement, c'est pas un projet qu'on aurait pu faire sans la coopération transnationale. C'est ça qui nous a apporté la richesse, en fait, parce que chaque pays a apporté une expertise dans l'approche qu'on a développée ensemble. Et alors, c'est pas que l'expertise existe pas forcément en France, mais en fait, elle n'est pas du tout utilisée de la même façon, elle n'est pas du tout mobilisée de la même façon. Parfois, elle n'est pas du tout perçue non plus de la même façon. Donc, en fait, pour nous, la coopération, ça a permis d'amener quelque chose d'un petit peu différent dans les façons de faire. Et en fait, le fait d'avoir de la coopération, nos partenaires étaient aussi plus à l'écoute. En fait, il y a des choses, parfois, peut-être que nous, on aurait pu leur dire, mais si, il faut absolument utiliser le BIM, c'est très pertinent pour vos bâtiments. Mais en fait, ils nous auraient regardé de haut et oui, on ne sait pas trop, on ne connaît pas. Mais du coup, ça permet aussi de venir d'un autre contexte, là où ils ont beaucoup d'expérience, donc ils peuvent partager des choses qu'ils ont déjà fait, que ça leur a permis de faire. Et du coup, ça n'amène pas les choses de la même façon et ça permet de consolider. En fait, nous, ça nous a permis de consolider cette approche-là avec nos 3 piliers, nos 3 expertises
conjointe. Donc voilà. Et le deuxième aspect, c'est aussi qu'on fonctionne de façon relativement similaire dans le Sud-Ouest, mais pas tout à fait pareil non plus. Chacun a un petit peu son style de travail. Donc c'est challengeant. Et en fait, le challenge, c'est aussi stimulant et ça fait avancer. Donc c'est aussi le côté positif de la coopération transnationale, c'est en termes de partage de façon de travailler. Donc ça, c'était chouette, plus en tant qu'entité, hein, indépendamment du contenu du projet, mais voilà, ça permet d'ouvrir ses horizons et puis voilà, de travailler un petit peu différemment de ce qu'on peut faire dans un projet plus classique. Voilà. Voilà, bah, merci beaucoup. C'était oui, très bien formulé. S'il y a des questions, peut-être, n'hésitez pas à lever la main. Des questions, bien entendu, qui s'adressent à Madame Sins. Hein, je pense que au-delà en fait de la spécificité du projet, le témoignage, je pense, appelle peut-être des interrogations ou des remarques qui ne sont pas forcément interrogatives d'ailleurs. Pas d'intervention. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par la rénovation des bâtiments publics, n'hésitez pas à me contacter. On a une approche hyper intéressante qui pourra vous nourrir. Alors, on avait une question dans le chat qui a trait à cette question-là. On y répondra dans la dernière séquence. On présente un peu plus les attendus, on va dire, technico-administratifs. Je vais me lancer, peut-être j'aurais une question. On n'est pas très loin, nous on est dans le sud de l'Auvergne, donc on n'est pas très loin de Clermont. Juste une petite précision par rapport à ce projet Coléoptère, je vois le coût total. Euh, J'imagine qu'il y a dû, avec cet argent, vous avez fait de la rénovation de bâtiments conséquents ou vous avez fait plutôt de l'expérimentation? Non, alors donc ce budget-là, en fait, il se répartit sur 8 partenaires, donc ça fait à peu près 200 000 euros par partenaire sur 3 ans, bon, sur 3 ans au départ, 3 ans et demi au final. Donc ça reste un budget conséquent, mais en fait pas tant. Il y a du temps de RH là-dedans, parce que forcément il y a du temps de gestion, etc. On a des beaux projets de rénovation, mais sur nos projets de rénovation, en fait, les projets français n'ont pas été financés par Interreg Sud-Ouest. Ils sont allés chercher du financement régional. Donc en fait, sur le coût total des dépenses, on a la rénovation de 2 bâtiments, donc un ancien centre de loisirs en Espagne et un gymnase au Portugal. Donc c'était avec des travaux conséquents, ils avaient des budgets rénovation autour de 120 150 000 sur leur budget total. Donc ça fait quand même un coût important, mais en fait par rapport au coût total éligible que vous voyez là, c'est pas tant. Parce qu'en fait, il y a plein d'autres dépenses aussi sur le développement de l'approche, parce qu'en fait, il a fallu la pondre. Hein. C'était pas si évident. Il a fallu agencer les pièces. Donc, il y a du temps de travail derrière. Il y a un petit peu de déplacement aussi pour pouvoir se former, pour pouvoir avoir les temps collectifs. Voilà. Donc, on a eu des dépenses d'investissement sur la rénovation, mais qui représentent pas, enfin, qui n'ont pas du tout représenté la majeure partie de ce budget total. Oui, pour compléter, hein, il faut redire, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur la notion de complémentarité, mais Céline l'a très bien évoqué, notamment sur les exemples français. On est bien en fait sur des financements qui ont vocation en fait à tester des solutions. Alors ces solutions, elles peuvent être le fruit en fait de petites infrastructures ou d'équipements pour tester, hein, justement. Alors, ça peut être aussi totalement immatériel, mais on n'est pas en fait sur le cœur en fait de la mobilisation des financements ne porte pas en fait sur des infrastructures où là en fait on se fait plutôt on assure que le relais soit pris par les financements nationaux ou régionaux, ne serait-ce que eu égard en fait à l'adéquation entre les moyens et les besoins. Voilà, c'est possible, mais c'est vraiment pas le cœur de l'objectif, puisqu'on est encore une fois dans une problématique de coopération et pas d'infrastructure locale. Une question de Monsieur ou Madame Ricas. Monsieur Ricas. Oui, bonjour, merci. Vous m'entendez? Très bien. Oui, une petite question. C'était intéressant d'entendre les plus de la coopération internationale. Est-ce qu'à contrario, il y a des freins, des éléments de complexité dans le fait de travailler avec des gens de plusieurs pays et
Comment s'est organisé le travail, notamment avec les questions linguistiques? Ouais, c'est une bonne question. Donc nous, on a travaillé en anglais, principalement. C'est pas toujours facile. On avait des partenaires espagnols qui parlaient pas bien l'anglais, par exemple. Donc en fait, on a des réunions où on parlait un peu toutes les langues. C'était sympa. On parlait, en fait, à la fin du projet, on s'est dit, mais finalement, peut-être que tout le monde comprend mieux l'espagnol parce que les Portugais comprenaient bien l'espagnol et les Français parlaient pas très bien anglais non plus au final. Donc voilà, il y a une partie de tambouille, on va dire, en bilatéral entre nous, chefs de file et nos partenaires. On savait quelle langue fonctionnait le mieux. Quand on était tous ensemble, on essayait de faire au mieux. Parfois, on le faisait en deux langues pour être sûr que tout le monde s'y retrouve et le contenu. Ça rajoute un peu de complexité. Mais honnêtement, surtout au début du projet, quand on se connaît pas très bien, parce qu'en fait, après, rapidement, quand les partenaires se connaissent, ils arrivent à communiquer dans une langue qui n'existe pas. On ne sait pas comment, mais ça fonctionne. Donc, voilà. C'est un point d'attention plutôt sur les documents qu'on produit, parce que la question s'est posée. En fait, il y a certains documents qu'on a produits en anglais, d'autres documents qu'on a produits en français, espagnol, portugais et anglais, et certains qu'on a produits que en langue locale selon l'ère de diffusion, on va dire, des livrables en question. Donc ça, il a fallu le discuter avant de déposer notre projet, parce que si besoin de traduction, il fallait aussi qu'on puisse l'intégrer dans nos coûts. Donc, on a quelques documents, il n'y en a pas beaucoup, mais des documents, nos documents principaux sur lesquels on a demandé à avoir une English review pour être sûr d'avoir un document qui soit propre en anglais. Voilà, donc ça rajoute un peu de complexité. En fait, à nouveau, en fait, la coopération transnationale, ça rajoute toujours un degré de complexité, mais qui est pas forcément compliqué. Ce que je veux dire, c'est que ça dépend vraiment comment on le prend. Quand on parle de la coopération transnationale, bah oui, on sait qu'on va travailler avec d'autres personnes qui travaillent un peu différemment, qui parlent pas forcément les mêmes langues. Euh, mais c'est moins compliqué de gérer ça que de gérer un groupe de Français qui s'entendent pas du tout. Donc voilà, on va dire que c'est pas plus complexe que d'autres formes de coopération qui seraient pas transnationales. Ça marche, merci beaucoup. Je ne sais pas si je peux ajouter une deuxième question. Très rapidement, mais oui. Oui, c'était simplement, je n'ai pas bien entendu tout à l'heure, qui vous avait aidé à identifier les partenaires dans les autres pays. Vous avez dit que vous aviez été accompagné là-dessus. Ouais. On va y revenir dans les outils, puisque justement, le dispositif dont a bénéficié Rurener pour le montage de ce projet est reconduit cette année. Donc, Sébastien vous le présentera dans quelques minutes. Ouais. Donc, c'était une très bonne transition. Merci. Donc, justement, je vais prendre la main. Merci beaucoup, Céline, pour ce partage d'expérience. Pas de problème, je reste disponible si besoin. Super, merci. Donc, je vais enchaîner avec... hop, je passe. J'enchaîne sur les outils donc, à disposition des porteurs de projets et on va notamment évoquer donc, le système d'appui à l'émergence de projets dont a bénéficié donc, le réseau Runner. Donc, 3 outils principaux dont je vais vous parler assez rapidement, puisque là, on manque un petit peu de temps. Donc, n'hésitez pas, voilà, vous pouvez poser vos questions à la fin de la présentation si vous le souhaitez. Donc déjà, 3 grands outils, une liste des entités de l'économie sociale et solidaire dans la zone Sud-Ouest, donc principalement, je me suis concentrée sur l'Espagne et le Portugal. Ensuite, rapidement, je vous présenterai la plateforme COP Sud-Ouest. Et ensuite, Sébastien vous parlera donc de l'action d'appui à l'émergence de projets. Donc voilà, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai préparé une liste avec les entités principales de l'ESS en Espagne et au Portugal, donc avec les têtes de réseau, comme vous pouvez le voir à peu près ici, donc une description rapide, le site web, et si j'avais des contacts, je vous les ai mis aussi sur le côté. Donc voilà, cette liste vous sera envoyée par mail après le webinaire. Voilà. Ensuite, pour la plateforme COP Sud-Ouest, donc je ne sais pas si c'est nécessaire que je vous montre son fonctionnement ou est-ce qu'on a le temps.
Je vais juste vous l'évoquer rapidement alors. Donc, la plateforme Coop Sudway, elle est hébergée sur le site Interreg Sudway, donc le site internet, et elle vous permet de chercher des partenaires pour intégrer le consortium de votre projet ou alors de proposer votre expertise pour intégrer un consortium qui serait déjà formé ou en cours de formation. Donc, je pourrais aussi vous faire parvenir par mail après le webinaire un tuto sur comment accéder à cette plateforme, comment s'y retrouver. Voilà, c'est très simple, hein. Mais voilà, je vous enverrai ça par mail. Mais globalement, vous la trouvez donc ici en cliquant sur Sudway 2021-2027 sur le site internet. Ensuite, il y a une liste déroulante et il y a écrit rechercher un partenaire, entre parenthèses, comme vous cliquez ici et vous aurez accès à la plateforme. Qui est donc très pratique pour voilà, voir. Vous avez une liste avec toutes les fiches qui ont été déposées, donc ou des projets qui sont en cours de formation ou des organismes qui cherchent à rejoindre un partenaire. Et vous avez des possibilités de filtrer par pays, de filtrer par priorité, de filtrer par mots-clés. Donc c'est un outil qui est très utile et qui pourra vous aider dans la recherche de partenaires. Ensuite, je vais passer, du coup, je vais donner la main à Sébastien. C'est bon, je vais rentrer dans le cadre. Merci Julie. Donc l'appui à l'émergence de projets, Céline Sens vous en a parlé, nous en avons profité sur la précédente programmation. Donc on va relancer cet accompagnement cette année. Juste pour vous recaler des points de repère de calendrier, le programme il a été adopté en fin 2022. Il y a un premier appel à projet qui a été lancé en début d'année où tous les objectifs étaient ouverts, sauf l'objectif concernant l'ESS. Et donc là, on est dans une phase où puisque les appels à projets ils se déroulent en deux phases. Il y a une première phase où on fait, on va dire, une première sélection, et puis une deuxième phase. Donc, on est en cours d'instruction pour la deuxième phase, et il y aura une sélection des projets retenus sur le premier appel à projet en fin 2023, et ces projets démarreront en début 2024. Et donc, en parallèle, on va lancer un deuxième appel à projet ouvert à tous les objectifs spécifiques du programme, et notamment l'objectif spécifique sur l'ESS. Et cet appel à projet va être lancé en début 2024. L'idée, c'est que, alors on a été pris par le temps et on n'a pas pu le mettre en place sur le premier appel à projet. L'idée, c'est d'accompagner, d'avoir une démarche d'accompagnement de porteurs de projets français, que l'on pilote au niveau de l'autorité nationale française, région Occitanie, avec nos partenaires, et Fabien l'a évoqué en début de réunion, conseil régional, les trois conseils régionaux et puis les préfectures de région des deux autres régions. Et l'idée de cet accompagnement, en fait, c'est d'apporter une aide, une expertise technique sur les attendus du programme en termes de projet, en termes de coopération sur la zone. C'est vous aider également à structurer vos partenariats. Je l'évoquais quand je vous ai présenté le projet Coléoptère. C'est très important d'avoir un partenariat qui soit bien structuré et qui réponde aux attendus du projet et aux attendus du programme. Donc, l'idée, c'est de vous accompagner à bien construire ce partenariat et éventuellement vous aider à aller chercher des partenaires, que ce soit en France, mais aussi sur les deux autres pays du programme. Et puis aussi de structurer, puisqu'en fait, on aura des temps, alors il y aura des échanges en bilatéral, puisqu'en fait, on va faire intervenir des intervenants extérieurs qui vont pouvoir faire cet accompagnement à nos côtés. Donc, il y aura des temps en bilatéral, mais il y aura des temps en collectif qui seront sans doute délocalisés sur les trois régions concernées. Et donc, c'est aussi avoir un échange d'expérience, un échange d'approche au moment de ces rendez-vous collectifs. Donc, cet accompagnement très efficace, comme on a pu le voir sur la précédente programmation, on ne peut pas l'ouvrir à l'ensemble des porteurs de projets. Donc, du coup, on a lancé à l'été un appel à manifestation d'intérêt. Il est publié, vous pouvez le retrouver notamment sur le site de la préfecture de région Occitanie. Et donc, vous pouvez postuler. Il y a un formulaire de candidature à remplir où on va vous demander, alors on va évidemment pas vous demander de nous présenter un projet déjà ficelé, sinon vous
pas besoin de nous dans ce cas-là. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir une idée un peu affinée de ce que vous voulez faire et des partenariats que vous envisagez de mettre en place dans votre projet. Voilà, donc vous verrez, vous avez un formulaire à télécharger en ligne et à compléter, et vous avez jusqu'au 15 septembre pour nous le faire parvenir. L'idée, c'est qu'on puisse démarrer à l'automne assez rapidement sur l'accompagnement, puisque, voilà, comme je vous l'évoquais, on va lancer l'appel à projet début 2024, donc il faut que vous puissiez être opérationnel dès la fin 2023 pour répondre à l'appel à projet. Bien, ouais. Oui, juste dans le cadre. Ce dispositif, en fait, il a vocation, et c'est pour ça d'ailleurs, on ne peut pas l'étendre effectivement à tout le monde, il a vocation à accompagner en fait, des acteurs qui sont un peu au milieu du gué. Dans tous les cas, on ne laissera personne sur la touche. C'est-à-dire que les acteurs, en fait, qui ont déjà des idées assez matures, etc., des partenariats assez structurés, ils rentrent, on va dire, dans le droit commun des actions d'animation qu'on porte à la fois à l'échelle nationale avec nos collègues des régions, mais aussi à l'échelle transnationale avec nos collègues des Espagnols, Portugais et l'autorité de gestion, le secrétariat conjoint. Donc, voilà. Et après, il y a tout un socle en fait de porteurs de projets qui ont des idées, mais qui ne sont pas très matures encore, etc. Et ceux-là, en fait, ils peuvent tout à fait déposer, se faire identifier dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, mais ils ne seront peut-être pas retenus pour cet accompagnement plus pointu. En revanche, comme je dis, on laissera personne sur la touche et on mettra en place en fait les actions d'animation et d'information nécessaires pour accompagner en fait la poursuite des réflexions. Et puis au milieu, il y a toute une grappe en fait de porteurs de projets, donc pour l'ESS, mais sur tous les objectifs qui sont verts, qui sont un petit peu au milieu du gué, c'est-à-dire qu'ils ont des idées de ce qu'ils souhaiteraient faire. Ils sont peut-être pas tout à fait au clair sur avec qui très précisément. Ils ont une idée de type de coopérants avec lesquels ils souhaiteraient travailler, et donc ils ont besoin d'un accompagnement complémentaire. Et c'est cet accompagnement complémentaire qui va au-delà de ce qu'on fait, on va dire, de manière générale en tant qu'institution membre de la gouvernance de ce programme. Il sera mené de manière poussée auprès de 30 porteurs de projets. Donc on vous invite, même si votre idée n'est pas encore complètement mature, même si à candidater dans le cadre de l'AMI, parce que soit effectivement ça vous permettra en fait d'être accompagné pour développer un projet à déposer dans le cadre de l'appel à projet, soit ça vous permettra de bien vous identifier et de bien identifier les démarches dans lesquelles vous souhaitez vous inscrire pour enclencher un accompagnement à plus long cours. Il y a quelques questions. Oui, alors, je pense que Emmanuela a répondu dans le chat déjà aux personnes qui avaient des questions. Le lien. Oui. Donc, c'est pas cet accompagnement n'est pas obligatoire pour déposer un dossier, mais ça va bien vous le préciser. Donc, Voilà. Et ensuite, c'est un conseil de Céline. Un conseil de Céline sur la constitution et les relations avec les partenaires. Peut-être qu'on on enchaîne. Ouais. Je pense qu'on va donner la parole à Emmanuela qui va nous parler des modalités du programme. Donc, Emmanuela, je te laisse. N'hésite pas à m'indiquer quand tu veux changer de slide. J'essaye de suivre ton rythme. Ouais, tu peux avancer déjà. En tout cas, merci pour ces présentations. Alors, je vais être assez rapide puisqu'en fait, durant tout le long de ce webinaire, on a déjà un petit peu donné pas mal d'informations. Donc, c'est vraiment pour resynthétiser un petit peu les préconisations et un peu obligations pour répondre à ce programme. Donc, pour faire un peu simple, il y a 4 obligations en fait dans le cadre de la réponse de projet pour cet appel à projet. C'est à la fois que ce soit des projets avec de la transnationalité, les différentes compositions du partenariat, la chaîne de valeur, on va revenir tout à l'heure, et aussi du coup les différentes cohérences avec les stratégies territoriales nationales et régionales. Donc, en termes de transnationalité, en fait, cela implique d'avoir un partenaire au moins de chacun des 3 pays qui sont concernés. Donc, comme on a vu tout à l'heure, la carte des
des territoires éligibles. En France, il y a 3 régions, donc la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Malheureusement, c'est pas toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais le territoire de la région. Et effectivement, donc en Espagne, c'est le territoire métropolitain de l'Espagne avec les Baléares, et au Portugal, le territoire du Portugal. Ainsi que l'Andorre, qui est un pays tiers, donc c'est-à-dire qui peut participer au projet, mais qui ne bénéficie pas de financement de FEDER. Ensuite, donc la question de la composition du partenariat. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont des projets où il y a à la fois des bénéficiaires, un chef de file, et aussi des bénéficiaires, et on peut éventuellement également rajouter des bénéficiaires associés. Donc, la différence, en fait, entre le chef de file, c'est celui qui est en charge de la gestion du projet, qui est responsable au regard du programme pour l'ensemble de la mise en œuvre du projet. Et ensuite, donc les bénéficiaires, ils reçoivent au même titre que les chefs de file des financements pour mettre en œuvre soit des actions, soit une partie du projet. Et les bénéficiaires associés, donc ce sont des parties prenantes qui peuvent participer au projet, c'est-à-dire en suivant le projet ou bien en participant à des actions, à des réunions, en diffusant les actions du projet, mais qui ne bénéficient pas de financement de FEDER. Ensuite, donc la question de la chaîne de valeur. Alors, on en a parlé tout à l'heure, c'est une notion qui est vraiment très importante dans le cadre du programme Sudway. En fait, c'est ce qui va déterminer la complémentarité des différents acteurs. C'est-à-dire qu'on va pas, on peut avoir un projet avec, par exemple, que des universitaires ou que des acteurs de l'ESS ou que des collectivités. Mais en fait, ce qui est important vraiment dans la mise en œuvre de ce projet, comment est-ce qu'on répond en fait à cette question, à cette problématique qu'on va identifier dans le projet, c'est justement par le traitement des différentes compétences qu'on peut avoir sur une question, une problématique. Si on prend par exemple une problématique, par exemple comme tout à l'heure de la question de l'habitat, c'est à la fois la question effectivement de la mise en œuvre des politiques, mais également de l'expérimentation, par exemple des entreprises qui pourraient être amenées en fait à travailler dans ce cadre-là, mais également peut-être le domaine académique qui peut aussi apporter en fait des questions au niveau de l'académie. Donc, ce qui est important, c'est vraiment cette cohérence aussi avec les politiques nationales, régionales, et de faire en sorte que ce projet, il apporte quelque chose en plus dans le cadre de ces projets-là. Ce sont souvent des projets d'innovation dans lesquels on encourage fortement la mise en œuvre de projets pilotes et donc de l'expérimentation pour pouvoir justement vérifier que les solutions qui sont apportées soient pertinentes ou pas. C'est aussi une manière d'expérimenter, c'est-à-dire que dans le cadre de ces projets-là, on peut tout à fait dire, ben oui, on avait prévu ça, on a proposé ces solutions-là. Malheureusement, on se rend compte que ça ne correspond pas, ou alors on identifie effectivement les freins qui ont pu justement être mis en œuvre dans le cadre du projet et justement travailler sur ces freins-là. Donc, s'il n'y a pas d'obligation, on va dire, de réussite en tant que telle, la seule obligation, c'est la mise en œuvre des actions qui étaient prévues. Ou bien si, justement, on avait prévu, par exemple, une phase test ou un état des lieux, on se rend compte que dans le cadre des actions qui étaient prévues, finalement, c'est pas tout à fait adapté. Donc, il y a une possibilité quand même de réadapter le projet dans sa mise en œuvre. Voilà, ça c'est sur on va dire la globalité, un petit peu l'organisation du projet. Après, on va rentrer un peu plus donc, sur les questions de l'éligibilité donc, des bénéficiaires. Donc, les bénéficiaires qui sont éligibles donc ce sont à la fois des organismes publics, donc principalement des collectivités, ou bien ça peut être aussi des établissements publics. Par exemple des agences de la biodiversité ou des agences de l'État ou régionales, des organismes de droit public, des entités privées à but non lucratif, donc principalement des associations ou bien en l'occurrence ça peut être des coopératives,
et des petites et moyennes entreprises. Par contre, la principale, en fait, pas difficulté, mais c'est qu'il faut effectivement justifier de 3 ans d'existence pour pouvoir déposer un projet avec ces entreprises-là. Donc, c'est pour ça qu'en général, on vous demande, enfin, on vous propose un petit peu petit peu nous solliciter en amont, une fois que vous avez un petit peu travaillé sur le montage du projet avec le partenariat pour vérifier que vos partenaires sont vraiment éligibles dans la mise en œuvre de ce projet. Ensuite, donc le territoire concerné, bon, ça, on en a déjà un petit peu parlé, donc on peut passer. Et donc, la question de l'éligibilité, donc, ah oui, la question des exceptions qu'il peut y avoir, la question du territoire, c'est qu'en fait, notamment les questions des compétences, notamment s'il s'agit par exemple d'une compétence nationale mais en fait ce qu'on demande c'est vraiment que la mise en œuvre du projet soit vraiment sur le territoire. Donc ça peut être la question par exemple si le siège social se trouve à Paris mais que le projet se déroule bien sur un des territoires éligibles du Sud-Ouest, dans ce cas-là on peut effectivement demander exceptionnellement que le bénéficiaire puisse participer au projet. Ensuite, donc sur la question du financement, donc ça on en a reparlé tout à l'heure. Alors, sur cet objectif 4.1, exceptionnellement, donc on propose donc ce qui est éligible, c'est que il y ait un financement donc de 75%, ça on l'a vu tout à l'heure, le taux de cofinancement donc sur l'ensemble du projet et l'ensemble des bénéficiaires. Et donc le minimum pour pouvoir bénéficier de cette règle, c'est donc de produire d'apporter donc 50 000 euros par bénéficiaire pour l'ensemble du projet et 20 000 euros pour les entreprises à but lucratif ou les entreprises. Ou les entreprises. Donc, du coup, c'est vrai que 50 000 euros sur 3 ans, c'est pas non plus, je pense, énorme. Mais donc, c'est vraiment exceptionnel pour le 4.1, puisque donc, pour les autres objectifs spécifiques, c'est 100 000 euros de participation par bénéficiaire. Et donc là, sur les modalités globales, je pense qu'on est arrivé... ah oui, juste pour la contrepartie, voilà, la contrepartie, donc c'est en général sur fonds propres, c'est-à-dire que par exemple, on a la possibilité de valoriser du temps de travail, donc du salaire ou des choses comme ça, ou des charges, pour pouvoir en fait arriver sur cette contrepartie des 25%. Mais vous pouvez aussi demander soit des aides nationales ou des aides régionales pour participer au projet. C'est aussi possible donc d'avoir une contrepartie sur ces 25% restants. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié sur ces questions-là. Bien entendu, je laisse Julie, Fabien et Sébastien me compléter. Et je pense qu'on arrive sur le temps d'échange. Absolument, merci Emmanuela. Juste indiquer que pour le cas particulier, effectivement, de Rhône-Alpes, dont tu vas citer enfin, quelques exceptions, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous parce qu'il y a toujours des situations en fait où soit on n'est pas complètement dans le schéma qui est présenté, soit on s'interroge en fait sur si on est en adéquation avec le schéma présenté. Donc on est à votre disposition avec nos collègues de la région Nouvelle-Aquitaine, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pardon Sylvain, pour examiner plus précisément en fait si vous entrez dans les critères ou pas. On va prendre quelques questions-réponses, quelques échanges, interventions sur l'ensemble des points qui ont été traités ce matin. Donc encore une fois, ne vous censurez pas. Profitez de ce temps pour vous livrer à toutes les questions que vous jugez utiles. Vous dire, puisque la question est précisée, qu'on passera rapidement effectivement les présentations qui ont été faites aujourd'hui, que la vidéo sera diffusée sur un canal web où nous vous communiquerons les coordonnées et qu'on vous contactera aussi pour recueillir votre retour sur cette petite séquence.
Et bien entendu, on vous tiendra informé de toutes les nouvelles initiatives que nous prendrons pour accompagner les porteurs de projets. Des questions? Est-ce que, je vois dans le chat, Ouais. pardon, Les entreprises ne peuvent pas être chefs de file. Est-ce que les coopératives sont considérées comme des entreprises? en l'occurrence, oui. Alors, il y avait une autre question tout à l'heure qui était justement, est-ce qu'on est nécessairement une structure de l'ESS? Est-ce qu'on doit candidater en tant que chef de file comme structure de l'ESS? Pas nécessairement. Vous pouvez très bien envisager, et on pourrait tout à fait le comprendre, notamment au regard des contraintes de capacité administrative, que vous fassiez assurer, par exemple, le portage du projet que vous souhaitez mener par un universitaire, par une université, par exemple, ou par un établissement public, quel qu'il soit, collectivité ou autre. Ou académique. On raisonne bien en fait sur une logique d'objectifs et de résultats et de complémentarité des compétences. Mais le chef de fila peut être exercé par tout type de structure, sauf effectivement les entreprises, y compris les scores. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est vrai qu'au niveau des universitaires en France, enfin organismes de recherche universitaire, il y a énormément de recherches sur l'économie sociale et solidaire. Donc c'est vrai que ça peut être très intéressant de travailler avec eux et dans les 3 régions. Hein. Donc voilà, c'est un point intéressant. Alors, il y a une question. Monsieur Recas? Oui. Oui, une question sur comment dire, le financement, la répartition du financement entre les partenaires bénéficiaires. Est-ce qu'il est nécessairement équilibré, égal, ou est-ce qu'il peut être différent en fonction des besoins et du périmètre du projet porté par chacun, et notamment pour le chef de file qui va, si j'ai bien compris, apporter une contribution particulière au projet? Oui, naturellement. Alors déjà, en fait, encore une fois, le budget, il est en adéquation avec les besoins. Et donc, en fait, chaque bénéficiaire, au regard en fait de son implication dans le projet, a des besoins qui diffèrent de son coreligionnaire. Donc, le budget sera présenté en fonction des besoins et naturellement, il y a des déséquilibres entre les différentes parties. Vous le dites très justement, les chefs de file ayant des tâches en fait d'administration et de gestion de projet supplémentaires, ben, ça implique effectivement un certain nombre de dépenses et donc des niveaux de budget supérieurs. Sylvain, tu souhaitais intervenir? Oui, d'abord pour vous remercier, à la fois Emmanuela, mais aussi Fabien, Sébastien et puis Julie pour son travail sur le SS. C'était très intéressant et j'espère qu'on va avoir des résultats fructueux sur cet appel à manifestation d'intérêt. Rappelez la date que vous avez bien mentionnée pour postuler, qui est le 15 septembre, donc c'est quand même très proche. Donc n'oubliez pas cette date. Et puis autre date aussi, en ce qui concerne plus spécifiquement la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est en train de voir si on peut faire une réunion du côté de Clermont-Ferrand au mois d'octobre pour les porteurs de projets, qui sera autour du 10 octobre, mais c'est une date qui reste à confirmer. En tout cas, pour dire que l'accompagnement est vraiment quelque chose d'important pour ces projets, parce qu'il faut qu'on vous ait bien dans le radar pour qu'on puisse vous défendre ensuite dans la phase de sélection nationale, mais surtout dans la phase de sélection transnationale. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous au niveau régional et puis évidemment au niveau national avec l'autorité nationale. On travaille en équipe avec les équipes d'Occitanie. Donc vraiment, c'est très important de nous tenir au courant quand vous avez des questions et surtout quand vous déposez un projet pour qu'on identifie bien les uns et les autres. Merci à tous. Merci Sylvain. Emmanuel, pour la région Nouvelle-Aquitaine. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Bien, juste rebondir sur ce que vient de dire mon collègue Sylvain Guettas, avec un peu les mêmes critères pour la région Nouvelle-Aquitaine. Donc moi, je travaille au sein du service de coopération, donc sur le suivi du programme Sudoué, entre autres. Et alors aujourd'hui, je ne les ai pas vus. Je crois qu'ils ne sont pas encore soit rentrés ou sont repartis, mais ils ne sont pas au sein de la région, mes collègues de l'ESS, mais que peut-être certains d'entre vous connaissent, Eikel Boisa ou bien Virginie Fifi
Fils ou encore Cécile Bonnefoy. En tout cas, vous pouvez toujours passer par moi également pour les contacter. Et je fais la même invitation que Sylvain à vous, si vous avez une idée, ne serait-ce qu'un fil d'idée, peut-être venir nous la présenter ou échanger avec nous pour essayer de la consolider et d'arriver à déposer un projet éventuellement, prochain appel à projet. Voilà, merci. Merci Emmanuel. Oui, je pense que vous avez tous les deux utilement rappelé un élément, c'est que, à la fois, il y a la date du 15 septembre qui est la date limite pour postuler à l'AMI, mais cette date, c'est pas une date couperée, dans la mesure où, à côté de l'AMI, il y a toutes les actions d'accompagnement qu'on mène toutes et tous auprès des porteurs de projets. Et donc, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on laissera personne sur le bas-côté et on apportera AMI ou pas des éléments d'appui, un accompagnement. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous tous. Quand je dis nous tous, c'est bien ce collectif dont vous avez les têtes de réseau affichées à l'écran. Donc, vous aurez bien entendu ces coordonnées dans les slides qui vous seront communiquées pour nous présenter vos idées de projet, quel que soit le degré de maturité qui est le vôtre. Encore une fois, rappelez aussi que, comme le disait tout à l'heure Sébastien, l'appel à projet qui sera lancé en début 2024 est en 2 phases. 2 phases, ça veut dire que la première phase, en fait, est une phase simplifiée sur laquelle on demande des éléments de stratégie et non des éléments de gestion, un budget simplifié, etc. Donc ça aussi, si vous passez à côté de l'AMI et de l'appui à l'émergence de projet, il y a tout un pas de temps qui vous permettra de travailler avec nous ou sans nous, en tout cas comme vous le souhaitez, pour pouvoir postuler sur un format quand même relativement facile, on va dire, dans le cadre de la première phase de l'appel. Je ne sais pas s'il y a de dernières questions dans le chat. Les remerciements, écoutez, on prend vos remerciements et puis on vous les retourne. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous les intervenants, nos collègues des CRES, à nos collègues des régions, à notre collègue Céline Sens, qui est devenue une collègue du coup, puisque on travaille avec elle depuis quelques années maintenant pour l'accompagner dans la mise en œuvre de son projet. Et puis je souhaitais à nouveau remercier tout particulièrement Julie, qui a effectué un stage chez nous durant l'été et qui a produit vraiment un travail remarquable pour nous aider à mettre en place cette action à votre destination. On est très heureux en fait de pouvoir enclencher des actions avec un nouveau public, entre guillemets. C'est vrai que les acteurs de l'ESS n'étaient pas des clients habituels de l'Interreg Sudway. On espère que ça le sera et on est à votre entière disposition. Merci à tous et bon appétit. Au revoir. Merci, au revoir.